En France, la santé mentale est déclarée grande cause nationale en 2025. Mais le harcèlement, le décrochage scolaire, le burn-out, le mal-être des enseignants et des élèves est en hausse. Pourtant, peu de solutions efficaces, notamment au niveau de la formation du personnel éducatif, sont proposées par les pouvoirs publics. Et si on apprenait à méditer dès l'enfance ? C'est le pari de l'association Méditation laïque pour l'éducation, l'AMLE, qui agit depuis 9 ans pour introduire la méditation laïque dans les écoles. En formant les enseignants et le personnel socio-éducatif à une méthode, PIS, ils transmettent la présence attentive à des milliers d'élèves qui sont plus aptes à gérer le stress et à développer des compétences psychosociales. Déjà plus de 35 000 enfants ont été sensibilisés dans 950 établissements scolaires. Il est possible de se former individuellement. Leur prochaine formation aura lieu à Paris le 12 avril, mais aussi de former toute l'équipe pédagogique en intra. Des bourses sont financées par Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Toutes les informations sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. C'est pas parce que tout le monde court autour de soi qu'il faut se mettre dans ce rythme, parce que ce rythme il nous dessert et on est moins entendu et on est moins entendable. Il y a de plus en plus de personnes qui sautent un peu, qui font ces burn-out, qui sortent de nos rangs. On sent qu'il y a une grande accélération des changements et donc on n'a pas envie d'avoir de regrets par rapport à ça. Je pense que ça fait partie d'une peur qui est saine. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. C'est les SM58. Ouais, exactement. C'est des préremontes. Et le même zoom, en fait, on a. C'est pareil, c'est exactement le même. Ah ouais, c'est vrai. Exactement le même. Ouais, absolument. Maintenant, ce que j'essaie de faire de temps en temps, le soir avant de me coucher, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai hâte de vivre le lendemain. Ouais. Parce que sinon, tu vois, tu te retrouves un peu pris par la logistique de ah bah tiens, les enfants vont pas bien dormir, il faut changer les trucs, nettoyer les nez ou plein de choses comme ça. Et là, je me suis dit mais je suis trop content de faire cet épisode avec toi. Donc oui, je suis content d'être là et de faire cet épisode avec toi. C'est trop bien. Allez. On rentrait de manger une focaccia dans le centre de Lyon. On avait le ventre plein, un bon café dans une main, un micro jaune dans l'autre et des carreaux de chocolat déposés entre les notes de cette interview. Et puis on avait surtout l'excitation d'enfin se raconter nos vies, comme deux amis qui se retrouvent après des mois d'intensité. Par quoi commencer ? T'en es où, toi ? Et alors, raconte ce voyage. Et les 2030 glorieuses, ça avance ? Julien Vidal a un super pouvoir, celui de nous projeter en 2030. Y voir quelles utopies réelles rythmeront nos quotidiens, quelles valeurs dessineront un avenir commun, quelle place le travail occupera dans nos vies. En fait, à quoi ça ressemblera, la vie, en 2030 ? Vous y avez déjà pensé, vous ? Dans notre idéal, comment serait occupé notre temps libre ? Ou comment, justement, il ne serait pas occupé, mais laissé être habité par du vide ? Est-ce que l'on travaillerait 5 jours, 4 jours ou 3 jours par semaine ? Est-ce qu'on attendrait les vendredis soirs ou plutôt les lundis matins avec hâte ? Et les écrans dans tout ça ? Et la place des livres dans nos mains ? Y penser, juste y penser, puis imaginer et en parler, c'est déjà créer demain. Alors on en parle aujourd'hui avec Julien. On parle des utopies joyeuses, de la place du travail et de la paresse. J'espère que cette écoute t'invitera à faire de cette paresse non plus un gros mot, mais une idée vers laquelle tendre. Je se lance là. Écoute, j'ai lancé. Tu sais comment tenir un micro. Hein. Je sais comment tenir un micro, mais je fais attention à ce que tu me dis parce que je sais que tu diffuses des choses qui sont supposément pas censées être dans les interviews. Du coup, maintenant que j'écoute tes podcasts et que je me dis ah mais là ils disent des choses et c'était pas prévu. Et le gars était pas au courant que ça enregistrait en fait. Qu'est-ce qui te mettait si en joie l'idée de refaire une interview ensemble, puisque je t'ai tendu le micro jaune en 2021, il y a 4 ans maintenant.
Je suis trop heureuse qu'on refasse un épisode ensemble. Il y a plein de nouveaux sujets qu'on va pouvoir aborder. Et ouais, qu'est-ce qui te met tant en joie à l'idée de pouvoir retenir ce micro? J'ai confiance dans l'avenir parce que je vois des gens lumineux, rayonnants, qui tracent leur sillon sans se poser la question de comment je suis perçu, de est-ce que je vais réussir et mon modèle économique dans tout ça et pourquoi je suis un des saumons qui remonte la rivière. Et il y en a pas beaucoup des gens comme ça, et toi t'en fais partie. Et donc en fait à chaque fois que je vois une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, que j'ai des nouvelles de toi d'une manière ou d'une autre et que je vois à quel point tu fais ça de manière rayonnante et à la toi, ça me donne beaucoup de confiance dans l'avenir et de reprendre ce moment pour parler ensemble. Du coup je me disais que j'allais un peu dans cette énergie-là le temps d'une conversation, au-delà du fait de te voir chez moi assis sur mon, sur mon canapé, et ça c'est assez marrant. Donc je te suis assidûment, j'écoute encore régulièrement tes podcasts, et même de voir, tu vois, la petite pastille qui me dit tiens, Victoria Guillaumont a publié un nouvel épisode, ça me fait du bien parce que je sais que tu avances de ton côté. Tu es rentré chez moi et la première chose que tu as vue c'est ton livre que j'ai lu avec grand plaisir, que j'ai fait remonter aussi en trichant tout en haut de ma pile à lire parce que ça m'a fait du bien d'avoir quelque chose qui soit pas un essai, qui soit pas plombant, et j'avais l'impression qu'on était en train de boire un thé, que tu me racontais tes derniers mois. Et ouais, rien que pour ça, c'est plein de bonnes raisons d'être content d'avoir cette conversation à venir. Ben, merci beaucoup, ça me touche, et je suis d'autant plus touchée que c'est aussi grâce à des personnes comme toi que on est de plus en plus en tant que jeunes à oser emprunter des chemins qui sont assez atypiques, puisque toi tu proposes des façons différentes d'envisager sa vie. Tu as aussi un podcast, 2030 Glorieuse, qui met en avant des nouveaux métiers qui ouvrent vers de nouveaux imaginaires. Donc c'est aussi grâce à des contenus que tu peux proposer que j'y crois et que je continue ce que je fais. Donc merci à toi. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et d'ailleurs, en 4 ans, il s'est passé pas mal de choses aussi pour toi. Tu es donc à l'initiative du mouvement Ça commence par moi, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Et donc, c'est un mouvement qui propose d'agir, de comprendre et de mobiliser autour de l'action climatique. Autour de ça, tu écris aussi pas mal. Tu as écrit ton livre « Mon métier aura du sens », publié aux éditions Vibert. Ça, c'est ton dernier livre. Mais là, plus récemment, tu viens de lancer une collection. Tu viens de faire le crowdfunding, donc c'est en cours de réalisation. Une collection de livres jeunesse qui s'appelle « Quand je serai grande, je serai boulanger solaire ». Ça, c'est le premier tome, ouais. Et il y aura à chaque fois un métier en alliance avec le vivant qui est proposé aux enfants. On aimerait bien en sortir au moins 2 par an, effectivement. Ouais. Et là, le premier, il sera imprimé demain, normalement. Waouh. Donc, on le reçoit en fin de semaine. Incroyable. Ouais. Waouh. Je me réjouis de voir tout ça. Depuis tout ce temps, comment tu vas, Julien ? Ouais, ça va. Non, mais c'est dur de répondre à cette question. Et en plus, à chaque fois, en général, quand on pose la question de comment ça va, je pose la question derrière de mais comment ça va où ? Parce que je peux te répondre de plein de manières différentes. Oui. Je peux te répondre au niveau personnel, je peux te répondre au niveau familial, au niveau individuel, au niveau sportif. Oui. Juste avant qu'on ouvre le micro, on parlait de notre passion commune pour la course à pied. Je peux te répondre de plein de manières. Même si, dans l'ensemble, si je dois répondre rapidement, je te dis que ça va et que c'est pas automatique, c'est vraiment que ça va. Et que je suis content d'être là où je suis. Peut-être que je me suis un peu trop rempli la fin d'année, mais c'est la passion qui dicte parfois l'agenda. Et donc cette collection jeunesse avec une campagne de crowdfunding est venue remplir un agenda qui était déjà bien rempli. Un crowdfunding, ça prend toujours du temps. Et à la fois, on est content. Il y a eu plus de 400 exemplaires qui ont été commandés. On en imprime en plus parce qu'il y a un engouement autour de ce projet. Magnifique. On va lancer une collection. On le fait tout seul avec nos petits bras. Je dis on parce qu'on est 3. Ouais. Lauriane Montaner, Quentin Kaya et moi, qui sont des graphistes illustrateurs à Lyon de talent. Et ce projet-là, ça fait 2 ans que les maisons d'édition nous disent non. Parce qu'on va le faire différemment, parce que c'est pas une bonne idée, parce que c'est une niche, parce que ça marchera pas. Et de le porter nous et de le faire exister nous, c'est un vrai bonheur. Et donc là, en plus, je suis porté par cette énergie qui me fait en fait te dire un grand ça va. Super. Et il y a une question que tu connais peut-être si donc tu écoutes les derniers épisodes du podcast, que tu n'as pas eu il y a 4 ans, que je pose toujours en introduction des épisodes, c'est qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? C'est marrant parce que du coup, je vais recoller une conversation qu'on n'a pas eue puisque ça n'a pas été enregistré, mais qu'on a eue tout à l'heure, puisque pour les personnes qui nous écoutent, quand Victoria vient, en général, elle aime bien proposer à Pierre Chevel et moi
un repas commun, Pierre Chevel qui anime le podcast Soif de Sens. Et donc là, on a eu ce moment, Victoria, toi tu nous racontes où tu en es de ton documentaire et tu veux montrer à quel point vous avez lancé ça tout seul avec Johan et vous voulez boucler ça tout seul. Et j'ai pas répondu sur le coup, j'avoue que j'ai rien dit, on est passé à autre chose. Moi, la vie, elle m'a appris que j'ai jamais rien réussi tout seul et que je réussirai jamais rien tout seul et qu'en fait, d'une certaine manière, on n'est jamais seul. Et il y a toujours des gens qui nous filent un coup de pouce, proposent un raccourci, redonnent de l'énergie, permettent de lever un obstacle, concrétisent quelque chose. Et là, en l'occurrence, sur tous mes projets actuels, je suis loin d'être seul. Et donc moi, c'est mon apprentissage que j'ai jamais été seul et j'ai l'intime conviction que je le serai jamais, en tout cas pour réussir à tirer le fil de ma vie, de ce qui m'intéresse, de ce qui me passionne, de ce que j'ai envie de faire advenir. C'est une belle matière à réfléchir. Est-ce que tu as toujours fonctionné comme ça, en t'entourant de personnes qui peuvent t'apporter d'autres prises de recul ou t'aider à faire grandir tes projets ? Je dirais oui, parce que j'ai eu l'impression, toute ma jeunesse, et jusqu'à en fait assez récemment, que j'étais bon nulle part, vraiment bon nulle part. Et le fait d'être bon nulle part, ça t'oblige à avoir besoin d'aide. Et je pensais que c'était un gros défaut de picorer. Moi, j'aime bien picorer, j'aime bien savoir faire plein de trucs à peu près, mais j'excelle dans rien du tout. Et donc, de temps en temps, il y a forcément une zone de flou, une zone d'ombre, une limite, quelque chose où tu dis, je sais pas et j'ai besoin d'aide. Et jusqu'à présent, je pensais que c'était jusqu'à ces dernières années, je pensais que c'était une tare. Et en fait, je pense que c'est au contraire une bonne occasion de demander de l'aide. Et quand on demande de l'aide, c'est fou comment les gens vont vers toi, se mettent en général dans de bonnes dispositions, montrent une belle version, une belle partie d'eux-mêmes aussi, et que ça crée un truc de vertueux. Et donc, je suis content maintenant de dire que je sais pas et que j'ai besoin d'aide. Et ça résonne en plus tout particulièrement en creux avec l'actualité, notamment politique, où on a tellement de personnes qui ne disent jamais qu'ils ne savent pas et qui croient ou qui veulent nous montrer qu'ils savent tout, qu'ils y arrivent individuellement. Et si Monsieur Macron nous écoute notamment, mais pas que, bien il y sûr en a qu'il tellement écoute d'autres. tous les lundis Nouvel Oeil. Oui, je sais. Et je l'ai vu déjà en train de reposter. Et, et de se dire qu'en fait, on continue à entretenir le mythe d'y arriver tout seul, ça me semble fou, moi. Ça me semble absolument fou. Il y a un sujet qui te tient beaucoup à cœur et qui résonne un petit peu dans tous tes projets, c'est celui du travail. J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui et je vais faire le lien justement avec ces métiers et ce besoin de faire collectif, puisque donc, on en parlait, mais ta nouvelle collection de livres jeunesse, Quand je serai grand, je serai, tu ne la lances pas tout seul. Tu as une équipe derrière toi qui t'aide à soutenir ce projet. Ton ambition, c'est de déménager les rêves du côté des métiers bons pour le vivant. Alors ma question, c'est quels sont ces fameux métiers qui sont bons pour le vivant ? Il y en a plein, il y en a trop pour faire une liste exhaustive maintenant. Dans le podcast de 2030 Glorieux, j'ai donné la parole à plus de 120 personnes, je dirais, sur 150 interviews au total qui font des métiers bons pour le vivant et qui sont en alliance avec le vivant. Le métier de boulanger solaire, c'est le premier du tome parce que justement, c'est le premier tome de la collection, pardon, parce que justement, on voulait montrer des gens qui travaillent avec le vivant. Et donc là, c'est Arnaud qui travaille avec le soleil à réinventer ce métier de boulanger. C'est passionnant son histoire, mais bientôt, ce sera, je sais pas, je dis le premier qui me vient en tête, Lamia qui travaille avec l'océan pour protéger les espèces marines. Ou bref, il y en a plein des métiers comme ça. Marie qui travaille avec les arbres pour enseigner dehors. Enfin, il y en a plein. Je trouve que c'est important de se dire que le métier, c'est pas un endroit où on renonce à sa liberté, on renonce à qui on est profondément. Qu'au contraire, c'est une zone d'expérimentation de qui on est, de ses talents, des choses sur lesquelles on a envie de grandir et d'expérimenter. Et à la fois aussi de remettre du coup ce champ de nos vies à sa juste place. Dans ma génération, on existait à travers notre métier. Tout était organisé pour que on soit une ressource humaine qui travaille et qui ait une représentation sociale à travers son métier. Et donc le fait de dire que tu es sans emploi est forcément rien là difficile à assumer. Et puis tu brodes toujours autour de ton métier et tu te mens un peu à toi-même sur ce que tu fais pour tenir un peu ce jeu de dupe social. Et j'aimerais bien, moi, faire en sorte qu'on se rende compte qu'on peut faire des choses belles, des choses qui ont du sens, des choses contributives, mais peut-être aussi, du coup, de les remettre à leur juste place et de se rendre compte qu'elles sont importantes parmi tant d'autres choses. Et donc, la question aussi que j'essaie d'aborder souvent, c'est, OK, de faire un métier qui a du sens, super, mais jusqu'à quand on doit faire ce métier et dans quel cadre et avec quelle intensité et comment ça contribue à un équilibre. Parce que des personnes qui font des métiers de sens, mais qui sont en burn-out tous les 4 matins, il y en a plein. Et je pense que ça aussi, ça fait partie de
grande accélération. On sent qu'il y a une grande accélération des changements. Et donc, on n'a pas envie d'avoir de regrets par rapport à ça. Je pense que ça fait partie d'une peur qui est saine, de se dire, et si quand la partie sera jouée, on nous dit alors qu'est-ce que tu aurais fait différemment, qu'on ait ce moment où on se dise j'aurais peut-être dû plus, mieux. Et donc, je pense qu'il y a un peu cette peur. Et on voit un tel emballement des forces du mal, pour dire simplement, qui sent qu'il y a un truc qui sentent que ça change, que ça bouge, que ça c'est en train de le sol palpable comme ils le connaissaient jusqu'à présent est en train de disparaître sous leurs pieds, et donc qui s'active et se suractive, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Mais je suis pas sûr que la bonne manière d'y répondre, ça soit en jouant leur rythme. Pour aussi dire que c'est important d'avoir des choses plus futiles dans la vie. De temps en temps, c'est pas parce que tout le monde court autour de soi qu'il faut se mettre dans ce rythme, parce que ce rythme, il nous dessert, et on est moins entendu et on est moins entendable. Et en l'occurrence, il y a de plus en plus de personnes qui sautent un peu, qui font ces burn-out, qui sortent de nos rangs, parfois tant mieux temporairement, mais parfois sur le long cours, et qui parfois même sortent complètement. Et de montrer aussi différemment qu'on est une zone de ralentissement et de vide pour remplir différemment, je pense que c'est aussi important. Je sais que c'est très difficile et je suis le premier à le dire et le premier à ne pas le faire en ce moment, mais je pense qu'il faut réussir au maximum à essayer d'incarner ce qu'on dit, et les mondes joyeux, durables, solidaires de demain, ils sont aussi plus lents. Et donc, et donc de ralentir dans ce sens que l'on donne aussi à ce qu'on fait. Oui. Mais est-ce que tu expliquerait aussi ces burn-out de plus en plus nombreux par le fait que la frontière entre notre vie personnelle et professionnelle est beaucoup plus fine quand on donne du sens à ce qu'on fait. Puisque c'est passionnel, c'est intime. Ouais, t'as raison. Et puis en plus, parce que parfois on fait des métiers qui n'existent pas vraiment, et donc du coup on a du mal à les démarquer parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle case ils se mettent, et puis qu'en plus il y a moins la frontière physique de devoir aller dans un bureau, et donc de s'y rendre avec la phase de compression-décompression que sont les transports. Et donc nous qui travaillons beaucoup chez nous, qui sommes beaucoup dans le train, je pense que c'est quelque chose qui est difficile d'arriver à mettre un sas. De moins en moins pour moi, parce que maintenant j'ai pas d'autre choix que de tout couper pour aller chercher mes enfants et d'être avec eux et d'essayer de le faire pleinement, même si des fois je me fais rattraper par le téléphone, par les obligations et les urgences. Et ça revient aussi un tout petit peu sur ce qu'on disait au tout début, sur ce que je disais au tout début, sur cette héroïsation, cette incarnation. On est un peu dans le mythe du héros, de l'héroïne. Oui. Et donc on a un peu en tendance aussi à se surresponsabiliser en disant voilà, j'ai un super pouvoir, une super visibilité qui m'est offerte, il faut que j'en fasse bon usage, et donc pas gâcher cette opportunité là, et donc de se surresponsabiliser. Et on parlait notamment de Salomé Saké, à qui tu donnais la parole sur la route là, et d'autres, et peut-être qu'une partie de la réponse aussi est là-dedans, je sais pas. Il y a aussi un sujet qui est celui de l'aspect financier, où souvent quand on donne du sens à ce qu'on fait, c'est des métiers que l'on construit sur mesure. Il n'y a pas forcément d'exemple autour de nous de personnes qui auraient déjà fait ce qu'on fait. Et ça nous confronte aussi à l'incertitude, à l'instabilité, à l'insécurité. Et donc peut-être qu'il y a cette volonté de vouloir peut-être enfermer aussi en faisant plus, en travaillant plus pour se sécuriser financièrement. Peut-être. Ça, j'avoue que je peux pas en parler, et je préfère être honnête par rapport à ça, parce que depuis que j'ai 16 ans, j'occupe tous mes étés, j'ai longuement occupé mes étés à travailler sur les chantiers et à me faire beaucoup d'argent de poche. Donc j'ai toujours eu un petit matelas confortable de quelques milliers d'euros. Grâce à ce petit matelas de confort, j'ai toujours pu suivre mon chemin et me dire tiens, je le tente. Et si ça marchait pas, j'avais quelques milliers d'euros pour me retourner, et puis tant pis. Donc ça, première réponse. Et deuxième réponse, vu que j'ai une première vie professionnelle à travailler dans les ONG et notamment dans les bidonvilles à travers la formule du volontariat de solidarité internationale, ça m'a permis de vivre en Colombie et aux Philippines avec quelques centaines d'euros à peine, et donc de vivre et de m'habituer à cette simplicité volontaire. Même si je vivais pas du tout comme les gens dans les bidonvilles, rien à dire, et puis moi j'appuyais sur un bouton et j'avais un billet d'avion et je rentrais chez moi. Quand tu rentrais en France, je vivais Paris intramuros avec 1600 euros, j'avais l'impression d'être le roi du monde et d'avoir plus d'argent que nécessaire. Parce que tu t'es habitué à vivre avec peu. Oui, avec peu, j'ai pas beaucoup de besoins, je m'achète peu de trucs, quoi. Je fume pas, j'ai pas de voiture, je m'achète pas de vêtements. Mon gros pôle de dépenses, c'est les livres et les BD, donc ça va. Et puis en plus, souvent je les achète d'occasion, donc j'ai pas de. T'as jamais eu peur de manquer? Non, parce qu'en plus de l'avoir vu ça aussi à l'autre bout de la planète, c'est vraiment, c'est facile et ça peut être un peu choquant comme réponse, mais de voir tout ce qu'il y a quand il y a du vide et comment on peut le remplir autrement que par des flux financiers,
Bah ça me fait pas peur, non, ça me fait pas peur. Et puis en plus moi, ce que j'aime bien, c'est bouquiner, c'est aller faire du vélo, c'est des choses où en général qui sont assez décorrélées du fait de sortir sa carte bleue. Ouais. Pour toi, aujourd'hui, il s'agit pas forcément de moins travailler, mais de mieux travailler. Comment est-ce qu'on travaille mieux? Bah, je pense qu'il faut d'abord mieux travailler pour peut-être moins travailler ensuite et s'autoriser à le faire. Là, j'aimerais bien, mon rêve maintenant, c'est de travailler 3 jours par semaine. Là, tu es à 4 jours par semaine. Je suis à 4 jours par semaine, mais c'est de la triche de dire ça. Parce que une fois ou deux dans le mois, je travaille une soirée ou deux. Et une fois ou deux dans le mois, je travaille un samedi parce que quand tu fais un atelier, une conférence, toi aussi, tu sais que de temps en temps, les événements publics sont organisés sur des temps comme ça, en dehors du temps de travail classique. Mais j'arrive à peu près à m'y tenir. Et en fait, 4 jours de travail, c'est trop déjà. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai pas le temps d'être plus dans les assos. J'ai pas le temps de plus faire du vélo. J'ai pas le temps d'écrire. J'ai pas le temps de faire plein de choses que j'ai envie de faire. Je m'occupe pas du peu de jardin qu'on a là, les 50 mètres carrés de pelouse. Et encore, c'est en friche. Non, il y a trop de choses que j'aimerais faire. Et en plus de ça, ma pile de livres à lire qui descend pas assez vite. Non, c'est une catastrophe. Mais en termes d'efficacité, si on peut revenir à ça, hein, de travail, est-ce que tu as l'impression de moins en faire depuis que tu es passé à 4 jours par semaine? Je sais pas si tu as lu le livre Paresse pour tous. Ouais, je l'ai lu. Ouais, bien sûr. J'ai lu la suite aussi il y a pas longtemps. Ouais. Et justement, j'aimerais bien le contacter, ce gars, Adrien. Tu l'as parlé, toi, déjà? Je lui ai jamais parlé. Il faut que je lui écrive. Ouais, hein. Mais j'ai trop envie de le recevoir sur le podcast. Je pense. Et effectivement, du coup, je sens que quand je suis au travail, j'y vais et j'y suis et que je suis content d'y être. Donc ça, ça fait que il y a des choses qui sont là, des mails à répondre, des choses à rendre et des attentes, des engagements. Et donc effectivement, tu te permets un peu moins de scroller sur Internet, de déambuler sur les réseaux sociaux. Il y a besoin d'être un peu plus efficace. Ouais. Parfois, c'est un mauvais stress aussi parce que tu te dis mais j'ai tellement peu de temps pour faire ça que des fois, je me mets un peu dans une sorte de respiration haletante à me dire mais je vais jamais y arriver. Et de temps en temps, je me rends compte qu'en fait, en quelques jours, j'arrive à faire des choses que j'aurais mis beaucoup plus de temps à faire il y a quelques années en arrière. Donc, il y a une efficacité qui, là encore, est difficile à trouver. De temps en temps, tu peux te retrouver un peu à te mettre la surpression qui est pas contre-productive, mais te fait pas te fait pas vivre ces choses-là de la manière la plus satisfaisante et tenable. Ouais, donc l'équilibre est très clair aussi. Tu es toujours dans l'urgence au final. Tu te dirais j'ai très peu de temps là, donc il faut que j'aille droit au but. Tac. Et après, c'est un peu comme je continue avec ma métaphore du sport. Dans une partie de foot, de basket, de rugby, ce que vous voulez, il y a des temps forts et des temps faibles. Et donc, t'as des temps forts où il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut répondre présent. Et puis, t'as des temps faibles où t'as un peu plus le droit de t'ennuyer. T'as un peu plus le droit de scroller sur Internet et d'ouvrir un livre. Et j'essaye maintenant de donner de l'importance à ces deux moments. Et de me dire que parce qu'il y a des moments où j'étais un peu plus tranquille, je peux aussi me permettre d'être un peu plus accéléré. Et comment tu les accueilles, ces temps un peu plus tranquilles? Est-ce que tu essaies de les remplir? J'essaie de les créer en fait. Parce que là, le mouvement des 2030 Glorieuses est sur une super dynamique qui est très chouette. Et à la fois, de se hâter lentement, c'est parfois difficile de garder en tête le lentement. Surtout parce que y a plein d'énergie et il y a plein de gens à qui tu as envie de dire oui. Sauf qu'à dire oui à tout le monde, tu remplis ton temps à toi et du coup, tu peux plus te dire oui à tout ce que tu t'étais dit tu peux plus lire tes BD. Non. Et donc ça, c'est difficile de dire non. Donc déjà, il faut réussir de plus en plus à dire non et à dire je te renvoie vers un tel et je suis très content de pouvoir déléguer. Et c'est aussi ça la force des 2030 Glorieux, c'est que maintenant, quand il y a un super festival, une médiathèque, une entreprise qui m'appelle à l'autre bout de la France ou sur un créneau sur lequel je suis pas dispo, je suis trop content de dire je vais pas pouvoir venir et c'est tant mieux parce qu'il y a Nicolas, il y a Hortense, il y a Laetitia, il y a Arthur, il y a plein de gens qui vont pouvoir animer le voyage en 2030 Glorieuses. Au début, ça me faisait peur de me dire c'est pas moi qui anime l'atelier. Et en fait, 99% du temps, les gens me disent franchement, on s'en fout, c'est très bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et à la fois, ça implique de temps en temps à se garder du temps. Et donc, mon agenda, en début d'année 2024, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai saucissonné en me disant ça c'est mon temps pour le podcast, ça c'est mon temps pour répondre aux mails, ça c'est mon temps pour mes réunions sur des personnes qui me sollicitent, ça c'est mon temps pour un café avec une inconnue qui m'a envoyé un message pour me demander de l'aider sur un projet, ça c'est mon temps pour des sujets de fond. Et en fait, après, une fois que j'ai ça comme une sorte de grille, je la garde sur toute l'année et j'essaie de la remplir pour que je me rende compte que de temps en temps, j'ai déjà eu 2 rendez-vous cette semaine. Je peux pas en avoir plus cette semaine, donc ça sera la semaine d'après ou celle encore d'après. Mes sujets de fond, là, j'en ai 2 dans les priorités du mois. Je pourrais pas en avoir plus. Ça m'aide pas mal.
Et après, j'essaie de m'organiser des temps vides. Et donc là, mon objectif, c'est que pour début 2025, sans doute les 2-3 premières semaines, je ne fasse rien d'autre que de la planification de l'année à venir, de prendre de la hauteur, de regarder, mesurer ce qui a été fait l'année dernière, et donc de pas accepter de rendez-vous, de pas accepter de trop ouvrir ma boîte mail. C'est du boulot de pas trop travailler en fait. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, On n'a pas l'habitude. Non, c'est dur et j'y arrive un peu mieux chaque année, mais je suis tellement loin de mon idéal. Ton C'est hyper idéal, dur. ça serait quoi? Je pense que ça implique aussi un changement radical, parce que là, le collectif, de toute manière, te met dans un rythme qui est génial, mais très rempli. Et moi, j'aime bien être je suis plutôt casanier, quoi. J'aime bien être tranquille, seul à décider du projet et à suivre mes instincts. Et là, en ce moment, j'ai eu envie d'écrire, j'ai envie de refaire des choses que je peux plus faire, quoi. Et donc, je pense que c'est par cycle, c'est par phase. Et puis aussi de vivre en ville, ça ouvre la porte à beaucoup de sollicitations, de festivals, d'expos, de concerts, de cinéma qui sont difficiles à honorer. Et ça aussi, ça remplit l'agenda. Et donc, d'être moins sollicité à tous les niveaux, ça serait peut-être un idéal dans les 2-3 prochaines années à venir. Mais là, en ce moment, comme on est dans une phase là de bourgeonnement des 2030 glorieuses, c'est dur de dire non à ça. C'est aussi un beau moment. Et en quelques mots, les 2030 glorieuses, donc c'est aussi des ateliers. On en a peu parlé. Mais en fait, tu proposes des voyages pour reprendre le pouvoir des utopies. L'utopie, c'est vraiment un mot qui te tient à cœur et qui est vraiment au centre de tous tes projets. Donc cet atelier prospectif, il permet au plus grand nombre de recréer un lien de désirabilité avec l'avenir. En quoi, pour toi, c'est si important aujourd'hui d'incarner de nouvelles utopies ? Déjà, je pense qu'il est important d'expliquer pourquoi c'est important d'avoir des utopies dans nos vies. Et après, de les incarner aussi, c'est important. C'est encore autre chose. Et donc, la première chose, c'est pourquoi les utopies, là où en plus en France, en général, quand on traite quelqu'un d'utopiste, on le traite, tu vois. Et c'est négatif. C'est pour le décrédibiliser. On l'infantilise presque. Ouais, c'est ça. On le traite de naïf, de bisounours, c'est un peu les synonymes, tu vois. Alors que l'utopie, elle nous permet d'imaginer ce qui est inexistant, mais pas irréalisable. En fait, juste irréalisé, parce qu'on l'imagine, nous, espèce fabulatrice qui a besoin de se raconter des histoires pour les faire advenir, on commence à se dire, tiens, c'est en fait, pourquoi pas réalisable. Et donc, on regarde dans cette direction et on le fait advenir. On appelle ça autrement, on appelle ça la prophétie autoréalisatrice. Malheureusement, actuellement, dans notre époque, la prophétie autoréalisatrice, on l'a fait jouer contre nous, parce qu'on dit que demain sera terrible, catastrophique, je sais pas quel adjectif tu as envie d'utiliser, mais ils sont essentiellement négatifs, voire tous ultra négatifs. Et donc, parce qu'on se dit que demain va être terrible, alors on commence à le faire advenir et on commence à aller dans ce sens-là. Au mieux, on se dira, finalement, c'était pas si pire, mais toujours est-il qu'il y aura le pire dans la phrase. Alors que si on se dit, en fait, demain va être mieux, on se dira peut-être, finalement, c'était pas si mieux, mais il y aura quand même le mieux dans l'idée. Et malheureusement, on n'a pas des espaces où on se dit demain sera mieux. Et donc, nous, en plus, les Français qui sommes les champions du monde du pessimisme, parce qu'on a tendance à penser que l'avenir de nos enfants sera pire que le nôtre. Ça date un peu, c'est 2016. Ça avait été une étude menée par, je crois que c'était le Lancet, qui avait posé la question dans le monde entier. Et c'était les Français qui avaient dit quasiment à 9 sur 10 que l'avenir de leurs enfants allait être pire que le leur. Champion du monde du pessimisme à l'époque. Et je pense que ça n'a pas tant changé que ça, au contraire. Ça s'est peut-être même empiré. Et donc, à partir du moment où on se dit ça va être pire, on le fait advenir. Et donc, il y a besoin, notamment pour nous, de recréer des espaces où on se dit, viens, on arrête d'être français pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et si on réussissait, si c'était mieux, à quoi ça ressemblerait? Et maintenant, je dis en rigolant souvent que j'ai le top 3 du programme qui ferait gagner n'importe quelle personnalité politique pour les prochaines élections, parce qu'à chaque fois, c'est les 3 choses qui ressortent. Les gens, ils ont envie d'avoir plus de temps pour passer du temps de qualité avec leurs proches. Ils ont envie d'avoir plus de temps pour se reconnecter au vivant. Et ils ont envie d'avoir plus de temps pour être plus autonomes vis-à-vis de tous les outils qui encombrent nos vies. Pour mieux réparer, pour mieux contrôler, pour mieux limiter. Et voilà, en fait, tout tourne autour du temps. Donc, tu vois, tu parlais d'Adrien Klein avec Paresse pour tous. Son idée du temps était des ateliers pour le temps et tout ça. Et super chouette. J'aimerais bien lui parler aussi si il nous écoute. Lui, je crois que c'est les mardis. Lui aussi, ouais, les mardis et les mercredis. Il fait des posts pareils à chaque fois. C'est ça. Il écoute les épisodes en plusieurs étapes, lui. Pour prendre le temps de déguster chacune des phrases des interviewés. 20 minutes par jour. Exactement. Et il a, je pense, une bonne idée. Et cette notion de temps, elle pourrait être centrale dans les prochaines
élections, parce qu'en fait, souvent d'ailleurs, quand on pose la question aux Français, j'ai vu passer le chiffre, je vais pas être capable de le ressortir, mais quasiment l'intégralité des Français a envie de ralentir, a envie de plus de temps. Et donc ça, c'est quelque chose de d'intergénérationnel, intercatégorie professionnelle, etc., etc. Tous les territoires, tous les âges, tous les milieux sociaux veulent plus de temps. Je disais à l'envie que il fallait arrêter d'essayer de changer les gens pour les faire changer. Et il fallait incarner, en fait, on est la seule personne sur laquelle on a vraiment du contrôle. Et si on se change pas nous-mêmes, comment tu veux réussir à changer les autres? Et tenir dans le temps long, etc., etc. Et on est très aligné sur la question, la place de la joie, la place du bonheur dans ce qui est à venir, et donc comment on le fait vivre et comment on le dit, comment on le raconte. Et effectivement, il faut l'incarner tout ça, et être heureux, c'est du travail aussi. Et ça mérite de prendre du temps, de s'organiser, de s'écouter. Et ça passe par le temps. Ouais. Ça passe par le fait de ralentir, le fait de créer des espaces pour pouvoir être heureux. Et alors toi, comment est-ce que tu imagines le monde en 2030 ? Et du coup, comment est-ce que tu l'incarnes déjà aujourd'hui, ce monde ? J'arrive jamais à l'imaginer de manière globale. Et j'aime bien cette idée qu'on peut l'imaginer dans des signaux faibles, dans des petites choses qui disent rien et qui disent tout en même temps. Et là, la première chose qui m'est venue en tête, donc c'est vraiment très subjectif, hein, et je te le partage comme ça, c'est que moi, en 2030 Glorieuse, il y a des gens qui sont à nouveau dans la rue sans rien faire. Je sais pas si tu te souvenais, en 2024, la ville, elle était passante. C'était un lieu de déplacement. C'était pas un lieu de vie. Parce que les voitures, parce que même les voies cyclables, etc., c'était des endroits où on pouvait aller d'un point A à un point B, qui servaient à se déplacer, à transiter. Alors que moi, dans mes souvenirs d'enfant, quand j'allais en Espagne chez ma grand-mère, sur n'importe quel trottoir, il y avait toujours quelqu'un assis dans une chaise un peu, tu vois, une chaise longue, en train de manger des pipas. Et j'adorais ça quand on allait se balader avec ma grand-mère, parce qu'on allait acheter le pain ou j'en sais rien, faire des courses. Et tu savais jamais sur qui t'allais tomber. Et tu parlais à plein de gens et tu te retrouvais à être invité à une soirée. J'adorais ça. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, justement, était manquant à l'époque en 2024, et ça fait un bien fou de l'avoir en 2030 Glorieuse, parce que tu es beaucoup moins maître de ton emploi du temps, tu laisses beaucoup plus de place à la surprise, tu laisses beaucoup plus de place à l'autre, à ce qu'il peut te raconter, ce qu'il peut t'apporter. Aux rencontres. Et de temps en temps, tu acceptes d'avoir des zones d'improductivité dans ta vie, parce que en fait, tu as repris une partie de l'espace public, tu y mets ta chaise, et même si c'est juste pour sortir, pour bouquiner, et pourquoi pas derrière mieux pouvoir entendre les oiseaux, regarder passer les enfants à vélo, ou j'en sais rien, au moins tu as cet espace à la rencontre. Et je pense que ça nous manquait à l'époque. On n'avait plus d'espace, ou très peu d'espace pour la rencontre. Et est-ce que ces gens, on leur parle autant sur les réseaux ? Quelle est la place du téléphone dans nos vies ? En 2030 Glorieuse, les réseaux sociaux, ils sont interdits les week-ends. Ah oui. Et les week-ends, c'est du vendredi au dimanche en 2030 Glorieuse. Donc déjà, 3 jours par semaine, on n'a pas les réseaux sociaux. Et étant donné en plus on s'est rendu compte qu'Internet, c'était quand même une source de consommation qu'on ne pouvait plus se permettre de manière infinie, sans y réfléchir, on est revenu. Alors toi, t'as peut-être pas connu ça, mais aux premières connexions Internet, où quand on se connectait, ça faisait les plus vieux, ceux qui sont à partir de mon âge, se rappellent de ça. Et donc on a une connexion limitée avec un nombre de gigas. On peut plus avoir comme ça 100, 200 ou même consommation en gigas infini. Et ça permet d'y aller avec parcimonie. Donc on va de temps en temps sur les réseaux, mais on a chacun dans notre ordinateur, sur notre téléphone, la consommation en temps réel des données qu'on a à notre disposition chaque mois, avec Télécope notamment, qui est l'un des opérateurs téléphoniques phares, qui commençait à exister en 2024 à l'époque et qui faisait du super boulot. Et donc ça nous a permis en fait d'y aller de temps en temps. Quand on y va, on est très content, on donne des nouvelles aux personnes qui sont trop loin, on monte 2-3 photos. C'est redevenu le vrai réseau social qui nous faisait qui nous faisait plaisir à l'époque, au tout début, à son lancement. Et donc on n'a plus du tout le temps d'y aller pour insulter les gens, on n'a plus du tout le temps d'y aller pour baver sur les possessions des uns et des autres. On n'a plus le temps. Et donc, comme on a 3 jours par semaine où on n'a pas ces réseaux sociaux-là, comment est-ce qu'on occupe notre temps à la place ? On va sur le réseau social principal qui est la place du village. On est revenu à une place du village qui vit.
dans laquelle on a le marché, c'est sûr, mais à chaque fois une activité différente, culturelle, à chaque fois la gratiféria, à chaque fois, tu vois, le réparateur qui vient, l'aiguiseur de couteau qui vient, tous ces moments où vu qu'on reprend beaucoup plus soin de nos affaires, de nos trucs, de nos machins, de nos bidules, bah, il faut qu'on le fasse en commun. Moi qui travaille dans une association de réparation de vélos, je sais qu'on fait souvent des ateliers de co-réparation de vélos sur cette place du village. Et oui, on est beaucoup plus occupé à faire. On a le temps de faire et on déploie ces savoir-faire pour entretenir, pour faire durer. Et ça, c'est des prétextes à créer du lien parce que les vieux qui étaient tout seuls chez eux à l'époque en 2024 à regarder Nagui et Jean-Luc Reichmann, ils sont à nouveau sur la place du village, ils nous apprennent à coudre, ils nous apprennent à réparer nos machins et nos trucs, ou ils sont là juste pour regarder parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est quand même autrement plus sympa d'être là avec tout le monde plutôt que derrière sa télévision, parce qu'en fait c'est ok à nouveau d'être là sans avoir rien à faire. Et est-ce qu'il y a aussi des moments où on ne fait plus? Je veux dire plus rien, parce que là tu vois, tu parles encore de faire, même si on fait autrement. Su faire, ne rien faire. Et la méditation, elle occupe une place ou pas? Ouais, tu vois, j'allais te parler du hamac que j'installe dès que les températures deviennent agréables. Et j'essaie de me forcer à être 15 minutes sur le hamac pour rien faire et juste regarder les oiseaux qui volent au-dessus de l'arbre sur lequel le hamac est accroché. T'as raison, la méditation, ça fait partie des pratiques les plus courantes. Nous, déjà, en 2030 Glorieuses, la galaxie des 2030 Glorieuses incorporait des voyages méditatifs. Si les personnes qui nous écoutent, qui sont restées en 2024, veulent vivre ça, c'est tous les lundis, c'est en ligne. Et ça permet effectivement d'intégrer la pratique de la méditation. Mais même moi, je pensais à ne rien faire du tout. Méditer, c'est déjà faire, tu vois. C'est vrai. Et ne rien faire et d'aller regarder les oiseaux et juste se poser là et sentir l'ombre et le soleil qui joue comme ça à travers les feuilles. C'est pareil, t'es obligé. Enfin, en tout cas, moi qui ai toujours trop tité, trop de trucs, trop d'envie, je suis obligé de me forcer à essayer de rien faire. C'est pas gagné encore. Du coup, on revient en 2024 ou ne rien faire, c'est pas encore à l'ordre du jour. Encore pire, ouais, t'as raison. Et on va arriver aux questions de fin, Julien. Attends, c'est déjà fini là? Non, parce qu'il y en a plusieurs questions de fin. Ah, ça passe vite la conversation, ouais, pardon. Ça passe très vite. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a quelques sujets que tu avais envie d'aborder dans cet épisode, donc n'hésite pas à m'amener sur ces sujets s'il y a des choses que tu as envie de dire. Mais la première question, c'est est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Ah ouais. J'ai souvent cette conversation et si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je ferais exactement tout pareil. Je ne changerais rien. La seule chose que je ferais peut-être en plus si je gagnais au loto, ce serait d'acheter un bois, tu vois, et de le laisser en libre évolution. Mais sinon, je ferais tout pareil. Tout pareil, tu ne changerais rien. C'est beau. C'est beau d'arriver à cette réponse-là. Elle ressemble à quoi une journée de Julien Vidal? Elles sont jamais pareilles. Donc, je peux te raconter celle que je viens de vivre aujourd'hui, que je suis en train de vivre, puisque j'ai passé une bonne partie de la matinée en visio avec l'équipe qui travaille aux 2030 Glorieuses. On a 2 personnes qui sont à Marseille, et une à Nantes. Donc, on se synchronise, on raconte un peu nos fiertés, nos cailloux dans la chaussure, puis nos plans pour la semaine, les choses en suspens, les choses à discuter et à faire avancer. Donc là, en l'occurrence, on a beaucoup parlé de 2025 et comment on allait essayer de laisser de la place pour bien travailler à planifier 2025 en incarnant les 2030 Glorieuses. Donc en travaillant moins. Vous avez travaillé à réfléchir à moins travailler. On a un indicateur de travailler moins déjà, nous, dans l'équipe, et on essaie de se positionner, de dire si on a ressenti de la pression ou pas, et si on arrive à sentir qu'on travaille moins, on essaie de collecter des bonnes pratiques pour travailler moins. Donc si les personnes qui nous écoutent, elles ont des idées, des bonnes pratiques, des témoignages qu'elles veulent nous passer, j'imagine qu'elles peuvent nous contacter sur tes réseaux quand tu diffuseras l'épisode, Victoria. Hein. N'hésite pas à me dire aussi s'il y a des liens particuliers via lesquels tu aimerais qu'on t'écrive. Je pourrais tout mettre sur LinkedIn, c'est le plus simple. Hein. Sur LinkedIn, en passant soit par mon nom, soit par les 2030 Glorieuses. Je mettrai les liens. On a mangé ensemble. On enregistre cet épisode. De temps en temps, ça m'arrive, tu vois, de devoir répondre comme ça à des sollicitations et tout. Bon, là, c'est plus qu'une sollicitation, c'est un plaisir. Et après, je pars à l'Institut Transition, à Lyon toujours, pour accompagner une personne sur son mémoire. J'accompagne 2 personnes par an sur un mémoire de transition professionnelle. Et donc là, on va se rencontrer, c'est la première fois qu'on se voit. Elle va nous raconter son projet de mémoire et on va répondre à ses questions, lui proposer un peu des pistes. Et tout ça, paf, ça s'arrête comme dans Top Chef à 17h00 où je lève les mains. Enfin, en l'occurrence, je saute sur mon vélo pour aller chercher mes 2 enfants.
un à la crèche, l'autre à l'école, on rentre. Là, il fait trop nuit pour s'arrêter un peu au parc, mais après, là, les parents connaissent exactement comment la mécanique se met en place, et les pyjamas, et la soupe, et les lectures, et tout ça, et tout ça. Et puis, ça y est, il est déjà 20h30, et à nous de boucler notre logistique à nous. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'évoque ? Je pense que ça fait partie. Je sais pas si c'est. Tiens, il faudrait vraiment que je regarde plus ça. J'aurais tendance à dire que c'est le vrai propre de l'être humain, l'émerveillement. Cette capacité à sortir de soi-même et à constater la beauté, même à la vivre, tu vois, et à s'y projeter. Et à tout arrêter pour se dire waouh, quelle chance incroyable on a d'être là sur Terre. Je pense que c'est une vraie boussole. Je pense que c'est un moment suspendu qui malheureusement nous a été de plus en plus pris et réduit. Et j'aimerais croire que on a un indicateur d'émerveillement qui nous permet en 2030 Glorious de se rendre compte de la vitalité de la société et qui nous permet de dire bah là on est notre capacité d'émerveillement est pas encore suffisamment développée, il faut la travailler et que cet indicateur en fait il soit utilisable partout. Parce que à l'école, comment on apprend l'émerveillement, comment on le travaille? Est-ce que ça s'apprend en fait déjà l'émerveillement, ou est-ce qu'en fait c'est pas inné et que parfois à force on le désapprend? Comment on l'entretient? Comment on rend des comptes d'émerveillement? Est-ce que derrière, dans notre capacité à écrire, à jouer de la musique, on témoigne pas et on transmet pas cet émerveillement et on le multiplie pas? Et donc se poser ces questions-là jusqu'à même, tu vois, des personnes qui travaillent à la tête de collectifs, que ce soit associatifs, des métropoles, des villes, différents représentants politiques qui soient eux aussi redevables d'une certaine intensité d'émerveillement. J'en sais rien comment on pourrait l'appeler. Comment est-ce que toi tu le cultives, cet émerveillement ? Tu l'entretiens ? Moi j'ai l'impression que l'émerveillement, en fait, le côté enjoué, le côté waouh, c'est trop beau, c'est quelque chose qui m'est facile. Et en tout cas que je l'ai pas perdu et qui a toujours été un peu là. Et à la fois, et c'est marrant que tu me poses cette question maintenant, parce que justement, ces derniers temps, je me disais que je passais parfois un peu à côté de ça parce que t'es vite pris par la logistique, vite pris par tout un tas de choses, vite, dépêche-toi. Et j'avais vendu tout mon matériel photographique il y a quelques années, et je viens d'en racheter là maintenant, il y a 2 jours, parce que je trouvais que j'arrivais plus suffisamment à avoir l'œil à regarder justement tout ce qui est beau autour de moi. Ça m'a beaucoup aidé peut-être à entraîner mon œil d'une certaine manière, à entraîner mes capacités à capter l'émerveillement. Et là, peut-être que j'ai senti que ça s'étiolait et j'ai voulu redonner de l'importance à ça. Donc c'est marrant que tu me poses cette question maintenant. C'est comme un muscle qui se travaille presque, l'émerveillement. Ouais, en fait. c'est comme l'utopie, tu vois. Nous, on dit tout le temps à travers les ateliers 2030 Glorious que l'utopie est un muscle et que ça a besoin de se travailler, que c'est pas un savoir. Une fois qu'on est utopiste et qu'on a eu une idée utopiste, c'est pas fait, ça y est. Et non, il faut y revenir encore et encore, l'alimenter. Bah, t'as raison. Je pense que c'est un peu la même chose et à travers, les documentaires de photographes, les œuvres d'art, plein de choses. En fait, tu vois de belles choses, ça entraîne un peu ton envie de voir d'autres choses, de te dire aussi qu'est-ce qui est beau pour toi. Parce qu'on est dans une société où on nous dit ce qui est beau et on devrait aller vers ça. Et d'arriver à trouver sa singularité d'émerveillement et de partager ce qui compte vraiment pour soi, je trouve que c'est un travail de toute une vie. Autour de tous les sujets là qu'on a pu aborder, il y a un thème central qui revient, qui fait converger vers la liberté, j'ai le sentiment, notamment le fait de peut-être moins travailler pour avoir plus de temps pour soi, pour le collectif, pour le temps libre. Tout ça, au final, c'est une soif de liberté, j'ai le sentiment. Pour toi, c'est quoi la liberté ? Non, moi j'ai le sentiment que tu avais envie de me poser ta question sur la liberté et que tu me ramènes là-dessus. Mais ça me fait penser, on continue à parler d'Adrien Klein qui dit la co-liberté, lui, dans le livre d'après, de Paresse pour tous, le deuxième livre qui s'appelle J'ai un blanc, tu vas m'aider. Je sais pas, le deuxième. Non, je l'ai pas lu. Mais non. Ah mince, il est quelque que part dans ma bibliothèque. C'est une abonnée qui m'a offert son premier livre. Mais non. Oui, et une Belge qui est passée à Biarritz au moment où je n'y étais pas, elle a dit écoute, c'est pas grave, je te laisse quand même un cadeau. Incroyable. Et ce cadeau m'a été transmis par cette abonnée. La vie devant nous, je crois, ou la vie pour nous, la vie devant soi. Ah mince, bon, les gens retrouveront, mais c'est assez simple. Dans les liens aussi. Et lui, justement, il parle de co-liberté. Parce que après Paresse pour tous, mince, je suis en train de divulgacher la suite. Mais du coup, l'idée, c'est de dire qu'en fait, on est libre collectivement et ça revient un peu à ma réponse, tu sais, sur le fait que on arrivait toujours à faire des choses grâce aux autres.
Et donc je pense qu'on est co-libre, ça me va bien ce mot de co-liberté. Et je sais pas trop quoi dire sur le fait que, enfin, qu'est-ce que pour moi la liberté. J'ai pas de réponse là-dessus, d'autre que de dire que on a la possibilité, en tout cas l'opportunité de vivre cette chance unique qui est la vie sur Terre, et pour l'instant on n'en a pas vraiment trouvé d'autres aussi complexes, aussi développés. Corentin de Châtelleferault, tu l'as interviewé, tu l'as interviewé déjà, non pas encore. Lui, je l'avais donné la parole à Corentin, qui est génial. T'as vu ce qu'il fait maintenant là avec son appartement des low-tech en Ile-de-France. C'est fou, j'adorerais aller voir ça. Il y a vraiment des gens qui se lancent dans des défis. Mais Corentin, tu vois, comme toi, il fait partie des gens dans lesquels j'ai toute confiance, et quand je les vois faire leur mission, leur projet de vie, je me dis mais en fait, il y a des gens géniaux sur Terre, et on va y arriver quoi qu'il arrive. Et Corentin, il m'avait dit, tu vois, chaque jour ou presque, je me dis, on est quand même à vivre sur la seule terre qui a du chocolat, la seule planète qui a du chocolat. Et j'avais bien aimé cette manière de se dire, mais en fait, on a presque une responsabilité plus qu'une liberté. Tu vois, on a une responsabilité à honorer cette chance qu'on a, quoi. Donc peut-être que des fois, je me surresponsabilise trop à devoir honorer cette chance, mais j'ai l'impression que la liberté, c'est au moins en tout cas pouvoir se poser la question de comment honorer cette chance-là. Donc tu te sens libre, toi, aujourd'hui ? C'est trop dur de répondre à cette question. Je te lâche pas. Non, parce que en fait, moi, je suis pas à l'aise avec cette notion de liberté qui me pose question, parce que je trouve qu'elle a été pas mal dévoyée dans notre monde capitaliste, où supposément la liberté, elle est aujourd'hui utilisée même par les climato-sceptiques, tu vois, la liberté de faire tout ce qu'on veut, la liberté d'acheter comme on veut, de prendre l'avion quand on veut et tout. Et donc en fait, c'est pas une liberté, c'est une liberté imposée sur la vie de tellement d'autres personnes, et c'est un égoïsme en fait, plus qu'une liberté. Et je trouve qu'aujourd'hui le mot liberté, il est trop souvent en fait lié à de l'égoïsme. Et pour moi, mon bonheur, il est de me sentir encore une fois co-libre, quoi. De me sentir appartenir à un groupe, et de constater qu'il y a des choses qui sont liées au destin, au plaisir ou à la liberté des autres. Et donc je suis content de pas me sentir complètement libre, de sentir que j'appartiens, de sentir que je fais confiance, de sentir que il y a d'autres qui sont autour de moi, et je dois en prendre soin, qu'ils me le demandent ou pas parfois, parce que le reste du vivant aussi se pose la question de savoir si on doit prendre soin du reste du vivant, et si oui, comment, et dans quelle position ça nous met, de supériorité ou pas. Enfin, il y a plein de trucs un peu philosophiques là-dessus, mais du coup, j'arrive pas encore, j'ai pas suffisamment tourné autour de cette notion pour te répondre facilement, j'avoue, je suis désolé. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder ou dire quelque chose avant la question signature du podcast ? Non, on a dit plein de choses, là, Victoria, je suis trop content. J'aimerais juste te redire à quel point il y a peu de podcasts que j'écoute sur le temps long. En fait, le tien et celui de Julien Devorex, Sismic, je crois, sont les deux que j'écoute quasiment depuis le début. Wow. Et que j'écoute encore maintenant. Et donc, je suis vraiment, vraiment très, très, très content de reprendre la parole dans le podcast, et un peu intimidé. Je crois que la première fois que tu m'avais donné la parole, j'étais un peu, peut-être dans un moment aussi où j'avais un peu plus de visibilité, et les gens venaient m'interviewer, j'étais content, tu te lançais, je trouvais que c'était génial ce que tu faisais. Début du podcast. Et du coup, c'était aussi une manière de me mettre dans cette position dans laquelle tellement d'autres se sont mis pour moi, tu vois, qui m'avaient aussi donné de l'énergie, de leur temps, de leur soutien, de leur visibilité, de leur reconnaissance, en me disant bah ouais, si tu peux le faire, t'es légitime. Mais là, en fait, maintenant, que tu me redonnes la parole, je me sens beaucoup plus honoré de voir tout ce parcours que t'as fait, et à quel point là t'es en train de suivre tous tes projets, et te voir évoluer. Je trouve ça fascinant et génial, et je suis toujours curieux et content de découvrir tes nouveaux posts et de recommander ton livre autour de moi et tout. Donc merci pour ça. Bah, je suis très touchée. Merci beaucoup, Julien. Est-ce qu'il y a un message de conclusion que tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent ? Ouais, j'aimerais bien qu'on ait une nouvelle interview dans 4 ans. Ok. Hein ? Pas avant ? Non, c'est bien, 4 ans. Attends, la dernière fois, c'était quand, en 2021 ? Ouais, c'est ça. C'était il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, ouais. Et de s'imaginer ce côté cyclique me plaît bien. Là où je trouve que les Occidentaux que nous sommes ont une vision trop linéaire du temps qui nous tue. Parce que justement, c'est la croissance infinie, il faut tout le temps monter. Et en fait, de se dire que
au contraire les choses sont plus cycliques et que à l'image des saisons. Qui font que de temps en temps on a des temps forts et d'autres temps faibles ou repli ou pas, peut-être que d'ailleurs le mot fort ou faible est pas le bon, mais des temps d'expansion, des temps de repli, des temps de prendre soin, des temps de laisser, des temps d'abandon, des temps de repos aussi. L'idée d'un cycle de nos conversations officielles, peut-être que c'est 4 ans et ça me va bien et j'espère que là, en prenant cet exemple-là, peut-être que les gens vont un peu faire, ce serait mon souhait, le travail de relecture de certains moments importants, certaines phases importantes de leur vie et voir s'il n'y a pas une lecture cyclique qui peut y être apposée. Je pense que ça va aussi nous permettre de moins nous mettre de pression et de nous dire que de temps en temps effectivement on doit aussi rechercher le moins, on doit rechercher le vide, on doit délaisser et que c'est pas grave, abandonner c'est pas grave parce que c'est un peu à l'image de ces cycles des saisons, ça va rebourgeonner, ça va refleurir, ça va regrandir et là en ce moment on est dans une vision du monde où on a l'impression que tout va s'effondrer et que ça sera fatal, final, alors qu'en réalité ça peut être aussi la place derrière à abandonner, à laisser derrière nous des choses qui sont finalement pas si importantes pour que à nouveau repoussent d'autres choses qui donneront des fleurs, etc. Donc peut-être ça serait ça. Reconsidérer les cycles dans nos vies. Et là on est en hiver, donc c'est justement le beau moment pour se déplumer et peut-être un peu plus introspecter et faire le bilan de tout ce qui a été fait de cette année. Donc rendez-vous en 2029, dans 4 ans, ça sera presque 2030. Dire ça. On va voir si les 2030 glorieuses seront là. Merci beaucoup Julien pour tous ces partages. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.